Je voulais commencer par remercier Emmanuel, Marie, Henri, qui ont accepté de m'accompagner à travers cette aventure. Dans un volontarisme et un dynamisme qui les caractérisent, ils sont également touchés par ce mal cruel qu'est la SLA, à des stades différents. Longtemps considérée comme une maladie peu fréquente, cette affection touche en réalité 3 à 4 Français par jour nouvellement diagnostiqués. Tous les mouvements volontaires du corps sont contrôlés par le cerveau. Les cellules nerveuses du cerveau, appelées neurones moteurs supérieurs, commandent les mouvements par l'intermédiaire de signaux chimiques appelés neurotransmetteurs. Le signal se déplace depuis les neurones moteurs supérieurs vers les neurones moteurs inférieurs par l'intermédiaire de la colonne. Des fibres nerveuses, appelées axones, prennent leur source dans la colonne et alimentent les différents muscles. L'endroit précis où les axones rencontrent les fibres musculaires est appelé plaque ou jonction neuromusculaire. Lorsque le signal atteint cette plaque, le muscle se contracte et l'on obtient alors un mouvement musculaire volontaire. La sclérose latérale amyotrophique, SLA, également connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie dégénérative qui touche les motoneurones à la fois supérieurs et inférieurs. Plus le nombre de motoneurones touchés est grand, plus il est difficile pour l'individu de transmettre un signal vers ses muscles. On assiste alors à une perte des mouvements musculaires volontaires et de la coordination. Avec le temps, les muscles s'affaiblissent et l'individu se retrouve peu à peu paralysé. Les personnes atteintes par cette maladie ne parviennent plus à faire leurs activités quotidiennes, ne serait-ce que marcher ou se lever d'une chaise. Lorsque la paralysie s'étend, la personne est confrontée à des difficultés pour avaler, parler et même respirer. Malgré l'absence, pour l'instant, de traitements réellement efficaces, nous disposons d'équipes soignantes compétentes, formées à cette pathologie, d'aides techniques au handicap mieux adaptées et de traitement des différents symptômes qui améliorent notamment la vie quotidienne des malades. L'association des foulards verts au Soleil, l'équipe Réatim de Perpignan et l'Association nationale pour la recherche sur la SLA se sont réunis pour vous proposer ce documentaire afin d'aider le malade et ceux qui l'entourent, conjoints, proches, soignants, à s'adapter à l'évolution des handicaps. Il s'agit de pallier au mieux aux difficultés pratiques qu'ils génèrent au quotidien, dans les transferts en particulier, et de prévenir certains risques pour le malade et ses aidants, chute, mal de dos ou autres, afin d'optimiser et surtout de pérenniser une prise en charge dans les meilleures conditions possibles pour tous. Mon père est tombé malade à l'âge de 38 ans. À l'époque, j'avais 14 ans et ma sœur avait 5 ans. Donc au départ, il croyait pas, je me rappelle qu'il ne croyait pas au diagnostic et il a fait appel à d'autres spécialistes. Une fois que ça a été confirmé, il s'est rapproché de l'association nationale sur Paris qui s'appelle l'ARSLA. Et il est monté plusieurs fois, assister à ces réunions sur Paris avec son véhicule. Et je crois que c'est ça qui lui a donné envie de créer l'association locale qui s'appelle les Foulards Verts. Parce que pour moi, je crois que sa motivation, elle est là. C'est aider les malades et voir grandir ses enfants. Et mon père, il a une âme d'entrepreneur et il n'a pas eu de grandes difficultés à mobiliser les forces vives autour de lui qui l'aident dans ce combat. Sa perte d'autonomie a été progressive. Au départ, il marchait avec un déambulateur, il parlait et il marchait. Il parlait, il mangeait et il marchait avec un déambulateur. Ensuite, il y a à peu près 10 ans, il a fait une trachéotomie et maintenant il est nourri aussi par sonde gastrique. Il ne parle plus et il se déplace en fauteuil roulant électrique. Un jour ou l'autre, quasiment tous les soignants vont se plaindre du mal de dos. Nous allons vous donner quelques conseils pour éviter les risques d'accident. Alors, contre les agressions, les moultes agressions physiques, quand on travaille en maison d'accueil spécialisée et donc service de soins externalisés de celle-ci,
On se réfère à notre formation d'aide-soignant. Nous avons fait l'école du dos, c'est une chose. On essaie de faire toujours attention à nos gestes et postures, pas de prendre des positions vicieuses. Alors ça c'est un fait, c'est un petit peu là dans l'utopie, j'allais dire, du soin, le soin idéal. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de l'environnement, au niveau du patient, suivant sa pathologie, il y a des manipulations qu'on ne pourra pas faire, il y a des appareillages que nous n'avons pas. Et là, on essaie de trouver d'autres solutions qui aillent bien, j'insiste bien sur la sécurité au niveau du patient et de notre dos, parce que c'est notre dos qu'il s'agit. Et voilà. Donc il a fallu, avec l'équipe encadrante, trouver des solutions autres pour installer du matériel dans l'aide à la manutention de papa lors du lever et du coucher. Donc papa a fait des recherches, l'équipe encadrante aussi, l'équipe soignante aussi, l'ergothérapeute aussi. Et donc ils ont fait plusieurs essais. Et là, il se trouve qu'ils ont fait un essai avec une sangle qui maintient les fesses et le dos. Et qui, apparemment, d'après ma maman, est très bien. Elle est maniable, elle est sécurisante, elle est pratique. Pour la sécurité du patient et du soignant, il existe du matériel adapté pour chaque cas d'handicap. Il est important que ce matériel soit conforme à la réglementation et réponde aux besoins afin d'améliorer le confort du malade dans les transferts. Vous verrez qu'on a tous différentes façons d'exécuter nos manipulations, lesquelles ne sont pas toujours conformes, mais souvent utiles à certains moments. Ensuite, lorsqu'il a été trachéotomisé, il a fallu faire appel à une équipe soignante pour assurer les soins, la toilette, le lever et le coucher. Donc pour ma maman, ça a été une bonne chose que l'équipe soignante intervienne à la maison. Et elle me dit que maintenant, ils font partie de la maison. Voilà. Et donc c'est avec la venue de cette équipe médicale à domicile qu'ils ont connu le disque. Donc ce disque a été un grand réconfort pour mon papa et aussi pour la personne qui le levait. Ça permettait de ne pas faire vriller tes jambes. Donc ça a été une très bonne chose. Pour ce qui concerne les transferts, il faut s'équiper. Il faut éviter d'avoir à demander aux personnes qui vont transférer de forcer, de se faire mal, parce que il y a a priori c'est pas possible, quoi. Alors il faut du matériel. Alors moi je dis que il faut toujours chercher ce qu'il y a de mieux. Ce que j'aime va très bien, mais je pense à tout ce qui pourrait encore améliorer, ou plus tard, ou même maintenant. Par exemple, actuellement, je vais utiliser un fauteuil de douche inclinable, parce que quand je suis sur le fauteuil de douche, je ne me tiens pas très bien et j'ai toujours peur d'une chute en avant. Avec un fauteuil inclinable, je serai plus en arrière, et la personne qui me fera la douche sera plus tranquille. Alors, il faut toujours anticiper et toujours faire en sorte d'aider le soignant ou l'aidant. Moi, j'ai un système qui n'est pas le meilleur, mais on se débrouille comme ça. On a eu plusieurs chutes depuis quelques années. Enfin, donc vous avez vu, on passe d'un siège à l'autre avec des efforts. On y arrive. Nous avons l'infirmière en chef qui le fait beaucoup mieux. Nous avons des infirmiers, parce que nous allons à Lourdes, ou des ambulances qui le font beaucoup mieux, les transferts. Mais nous, on se dépatouille quand même, on le fait. Et puis maintenant, on a découvert le monte-malade, le lève-malade, qui est vraiment très utile, très sécurisant, pour elle beaucoup plus tranquille. On fait, comme la chambre est assez loin quand même, ça fait un passage raccourci, disons. Enfin voilà. Et bien, comme amélioration, d'abord chez nous, on a, sur le plan, nous sommes à un deuxième étage qui est assez haut, vous l'avez remarqué en montant, et on a mis dès le départ, parce qu'elle ne pouvait pas du tout monter les escaliers, c'était très difficile, une chaise électrique dans les escaliers, et ça nous a rendu de grands services. On a eu des incidents aussi, en faisant le transfert du fauteuil à la chaise, on est tombé quelquefois en haut, quelquefois en bas, mais pas chaque semaine quand même, heureusement. Mais enfin, on a eu des petits soucis à ce sujet,
mais jamais grave. Toujours laisser tomber, là, c'est mal aux jambes parce qu'elle tombe sur ses jambes, mais bon, enfin voilà. Alors, ce fauteuil, on l'a gardé un certain temps, et puis comme ce fauteuil ce n'est qu'une chaise, sa respiration ne marchait plus, et souvent au premier étage, déjà, on avait de grosses difficultés. Enfin, donc, on a réussi à installer le monte-malade derrière notre bâtiment, qui est très utile. C'est un investissement lourd, quand même, hein. Là, il faut remercier Laurent et les Foulards Verts qui nous ont aidés à payer une partie. J'espère pouvoir le rendre, je souhaite pouvoir le rendre, et Laurent peut-être aussi. Et puis, non, je plaisante. Et puis, pour nous, c'est un gros avantage parce qu'on sort de ce fauteuil de séjour, on la met sur le fauteuil roulant, et là, puisque maintenant on nous a fourni une voiture aussi, où le malade monte directement dans la voiture avec le fauteuil, où le fauteuil monte directement dans la voiture. Donc, de ce fauteuil, nous partons et il n'y a plus de transfert. Il n'y a qu'un seul transfert pour chaque au départ et quand nous revenons pour nous mettre dans ce fauteuil de nouveau. Alors, des aménagements, il y en a, c'est sans fin. L'informatique. L'informatique, il faut adapter l'informatique du mieux possible parce que c'est une aide extraordinaire. C'est une aide extraordinaire. Avec les logiciels qui existent, on peut communiquer même lorsqu'on n'a plus la parole. On peut toujours envoyer des mails, on peut envoyer des photos, les recevoir, aller sur les revues, les journaux, passer demi-heure ou 1 heure ou 2 heures à lire les journaux. Si vous n'avez pas l'ordinateur, c'est pas possible, hein. Donc l'informatique, c'est indispensable. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et il ne faut pas que les malades je pense surtout aux malades plus âgés qui n'ont pas eu d'informatique dans leur vie professionnelle, il ne faut pas qu'ils hésitent quand même parce que même avec un minimum de gestes d'apprentissage, je pense qu'on peut arriver à faire certaines choses. C'est ce que je dis souvent à des malades un peu âgés. Je leur dis, vous devriez essayer, vous devriez faire même le minimum, ça vous aiderait beaucoup. Ne serait-ce que vous cliquerez Internet et aller chercher un article d'un journal ou la une d'un journal. Alors, au niveau des problèmes que l'on peut rencontrer à domicile, hein, notamment par rapport au transfert, eh bien, ça a commencé par l'environnement du patient. On peut tomber sur un habitat où l'usager vit qui est un peu exigu. On peut être en manque de matériel. Le problème majeur, eh bien, c'est de sécuriser l'usager, et nous aussi. Parce que pour faire du bon travail, du bon soin, eh bien, si le soignant n'est pas à même d'apporter un travail en toute sécurité, l'usager risque aussi d'avoir des petits soucis quant à la sienne. D'autres problèmes, ça peut être aussi en relation avec les aidants, c'est bien souvent la famille, eh bien, qui veulent ou ne veulent pas, parce que c'est quand même intrusif quand on vient chez eux, tel ou tel soin, telle ou telle manipulation. Et le patient en lui-même, eh bien, peut-être que certains types de manipulation, certains outils de transfert, je pense à l'EF malade, sont assez réfractaires à ce sujet. Donc on essaie de pianoter avec tout ça. Quand on parle de patients, avant tout c'est un être humain, ils sont tous avec des particularités, des différences, des caractères, comme nous en tant que soignants, chacun a ses habitudes. Il faut arriver à trouver le matériel le plus adapté aux patients, aux pathologies, et j'en reviens toujours à ce qui pour moi me paraît la chose essentielle au niveau du soignant, c'est avant toute prise en charge, c'est de connaître le patient et ses besoins. Et après on essaie d'adapter au mieux le matériel, mais c'est vrai que c'est un peu dans la débrouille par moment, il y a du matériel qui est adapté pour une personne, et la deuxième personne avec la même pathologie, le matériel ne conviendra pas, quoi. Faut arriver à s'adapter, mais toujours en respectant ces deux côtés, je dirais, le côté du soignant et le côté du soigné. Eh bien, on vous donne des conseils, mais il faut les suivre. Et on vous a dit faites comme ça, vous essayez, vous réussissez pas, vous revenez à votre système qui est un peu plus fatigant, c'est vrai, où il y a un petit risque aussi de se faire mal au dos, mais jusqu'à maintenant, ça a réussi, c'est bon. Nous rencontrons souvent des difficultés pour financer le matériel ou l'aménagement du logement dont on a besoin. Nous allons vous donner les pistes à suivre, sachant que c'est extrêmement difficile d'obtenir la totalité des remboursements.
Alors, sur les aides, je peux dire que depuis la loi sur la compensation du handicap, qui date de 2005, et l'organisation des maisons départementales des personnes handicapées, notre situation s'est bien améliorée. On trouve maintenant du personnel compétent et dévoué, surtout ici, en ce qui nous concerne, dans le département. Et il faut quand même savoir que la sécurité sociale qui intervient dans des remboursements n'intervient qu'à un tarif de base qui ne correspond pas bien souvent au coût du matériel. Par exemple, un fauteuil électrique pour notre pathologie coûte environ 20 000 € avec ses accessoires. La Sécu ne rembourse que le quart ou le tiers. C'est exactement la même chose pour le matériel, les batteries du fauteuil roulant, les systèmes de contrôle d'environnement, etc. Et les mutuelles, c'est la même chose. Il faudrait chaque fois qu'on a ce problème établir un dossier pour la maison départementale des personnes handicapées, mais ça c'est dans la théorie. Après, quand l'urgence arrive, on ne peut pas le faire. Alors on ne le fait pas, ce qui fait que des choses restent à notre charge. Ensuite, il faut savoir que dans notre maladie, il se greffe des besoins périphériques. On a toujours besoin de quelqu'un pour un petit réglage, pour une petite bricole. Et là, il faut, vous savez, la bonté a des limites. Donc on est obligé de payer des personnes pour vous réparer une roue d'un fauteuil roulant ou d'un accessoire quelconque. Ensuite, il y a le problème de l'aidant familial, dont le statut n'est pas reconnu, ce qui est totalement inadmissible, que ce soit un parent ou le conjoint direct, il se sacrifie pour les malades sans contrepartie. Nous avons besoin d'une équipe pluridisciplinaire au quotidien autour de nous. Kinésithérapeutes, orthophonistes, aides-soignants et infirmières. Tout ce monde est nécessaire pour notre bien-être, mais ce chamboulement dans la vie du couple n'est pas vécu de la même façon par les conjoints. C'est vrai qu'en tant que soignant, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on a tendance à avoir deux positions différentes. Quand on est en structure, on aurait tendance à avoir un peu ce que j'appellerais un peu une toute-puissance. On arrive, on est dans notre établissement, le patient arrive chez nous. À domicile, c'est plus intrusif, on arrive chez le patient avec toute son histoire, toute sa vie. Mais je dirais, à part ces deux petits points qui diffèrent, je dirais la prise en charge reste la même. C'est à nous à savoir être professionnels, à savoir lier justement cette relation de confiance pour pouvoir effectivement avancer dans le soin, parce qu'on n'est pas en mesure d'effectuer un soin si on n'a pas connaissance du patient, du dossier et de tout ce qui va avec. Nous avons une infirmière depuis le début qui est très professionnelle, qui est une très très bonne infirmière et qui s'en occupe très bien et qui pour les transferts veut les faire toute seule. Depuis, je lui ai offert quelquefois de lui rendre service, de l'aider, elle a toujours préféré le faire toute seule. Par contre, les autres infirmières, nous le faisons à quatre mains, comme au piano. Nous le faisons à quatre mains, deux personnes, c'est beaucoup plus sécurisant, beaucoup moins fatigant, et pour la malade surtout, et même pour nous, c'est plus facile. Ce qui est le plus primordial, déjà, c'est d'arriver à établir une relation de confiance avec le patient. On nous parle souvent de garder une distance professionnelle. Il est vrai que la distance professionnelle dans des institutions, dans des services de court séjour, médecine, chirurgie, c'est vrai que c'est faisable. À domicile, c'est beaucoup plus difficile. On rentre dans l'intimité du patient. On est confronté au patient, à la famille. Il y a tout l'entourage. C'est beaucoup plus difficile de mettre une distance. Et en même temps, ça restera pour moi, cette distance, un garde-fou quand même. Parce que ce qui est important, c'est effectivement d'arriver à poser un minimum de distance. Sinon, on n'est plus dans le soin. Je dirais c'est plus l'amitié qui va s'installer avec un patient et on peut par moment effectivement oublier un peu son rôle de soignant. Mais comment faire, je dirais, quand on vous dit que c'est un métier, on choisit ce métier tout d'abord pour le relationnel. Après, je pense que c'est à chaque soignant à savoir où sont ses limites. Au début, c'est vrai que c'est très difficile parce que j'ai refusé pendant quelque temps d'avoir des aidants extérieurs. Mais malheureusement, avec l'évolution de la maladie, on se rend compte qu'on ne peut pas assumer tout seul. Donc arrivent les aides-soignants, ensuite le kiné à domicile, l'orthophoniste et les auxiliaires de vie.
Bon, c'est vrai que malgré toute leur gentillesse et leur dévouement, ce sont des personnes qui s'immiscent dans votre vie privée et qui bouleversent quand même la vie de tous les jours. Petit à petit, eh bien, on s'habitue à tout ce chasser-croiser, mais c'est quand même difficile parce qu'on a l'impression que de ne plus avoir de vie d'intimité, de vie familiale et même peut-être de perdre un peu de liberté. Hein, le matin, par exemple, la toilette, le bain, la douche, c'est quelque chose d'indispensable. Bon, ensuite, c'est vrai que quand le moment arrive où il faut choisir, c'est vraiment difficile. Le jour où vous êtes obligé d'appeler quelqu'un pour faire votre toilette, je ne vous dis pas ce que vous vivez, même le jour où c'est votre épouse qui vous l'a fait. C'est déjà quelque chose, un écueil déjà considérable. Hein. Quand c'est une tierce personne, c'est encore autre chose. Puis finalement, on s'habitue et puis on se rend compte qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la même chose le jour où vous ne pouvez plus manger avec votre fourchette, votre cuillère. Il faut faire appel à quelqu'un. Vous hésitez, vous tardez, vous tombez la nourriture, vous renversez le bol que vous sortez du micro-ondes, etc., etc., puis vous vous résignez. Au départ, vous vous résignez. C'est comme le jour où vous ne conduisez plus. Le jour où vous arrêtez de conduire, c'est quelque chose qui est invivable. Pourtant, on y arrive. Hein. Il faut arriver à passer le cap, à se dire qu'il y a une vie après. Mais je ne vous dis pas que c'est facile à faire, pas du tout. Il faut un certain temps. Et je crois qu'il faut arriver à faire l'oubli. Enfin, l'oubli. Le deuil, l'oubli de certaines choses, c'est pas les oublier totalement. Mais c'est se dire, c'est plus de ma compétence, je ne peux plus, et j'ai besoin des autres. Voilà. Alors maintenant, évidemment, si la personne qui vous fait les soins, vous donne à manger, si le courant passe bien entre vous, c'est encore mieux. Et ça, c'est très important. Et c'est pas facile non plus. Il y a des gens avec qui vous entendez mieux que d'autres. Alors nous, en réalité, depuis qu'on a les gens qui viennent à la maison, tous les intervenants, la vie de couple, je dirais, intime, ça n'a pas changé. Par contre, dans la journée, le déroulement de la journée, il faut reconnaître que des fois, c'est un petit peu pénible. Parce qu'on est obligé de s'adapter aux heures des uns et des autres, ceux qui sont plus ou moins respectés. Bien que les gens soient bien que les gens soient gentils. L'autre, le matin. Oui. Après, on s'est respecté. Agnès, Oui. elle vient de 9 à midi, de 2 à 5. Il n'y a pas de débordement. Oui, non mais les gens, quand ils sont en train de... T'as les infirmières, l'orthophonie, le kiné, des fois ça se chevauche, c'est un peu... Et ça, des fois, c'est un peu pénible. Quand ils se disputent tous. Ouais, parce que c'est à nous à gérer ça. Donc, voilà. Et sinon aussi, bon, ce qu'il y a, c'est que les gens font... Bon, c'est par bienveillance, certainement. Hein, mais ils font quand même une intrusion. Ils vont dire, ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, vous devriez faire ça. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais souvent, on a l'ensemble, ça se passe bien et qui respecte. Ça peut arriver une fois ou deux, mais on a divisé la matinée en 3 plages, une pour chaque intervenant. Le kiné, chacun a son... Mais, enfin, son temps de passage. Mais des fois, elles n'arrivent pas. Ou elles sont nées patients.
qui change, on se répercute un peu sur nous, mais quand même. De toute façon, il faut accepter ça, parce que moi, ça me permet quand même d'avoir une liberté. Parce que si j'avais pas d'intervenant à la maison, je serais toujours obligé de rester ici. Tandis que là, ça me permet de pouvoir partir 2 heures, 3 heures, sans problème. Voilà. Sinon, quand j'ai pas d'intervenant, je m'accorde une petite demi-heure, quoi. Voilà. Ouais, Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître, moi, des fois, il y a des jours, c'est lourd, parce que même, je sais pas si vous avez des amis, mais il y a des jours où vous avez envie de les voir, et puis des jours où vous n'avez pas envie. Bon, ben, voilà. Ou les collègues de travail, ou les... essayer d'être de bonne humeur et de supporter leur humeur. Allez, Oui, parce que les intervenants, ils arrivent aussi avec leurs problèmes. Et puis comme il y en a qu'on connaît depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, on finit aussi par partager leur intimité, par connaître leur vie. On finit tout le temps par être amis. On fait même des repas en dehors de mon travail et tout. Sois gentil. Eh bien, je le dis souvent, heureusement que je l'ai. Qu'il a beaucoup de patience pour moi parce que je me rends compte, je ne sais pas comment je ferais s'il n'était pas là. J'ai bien des enfants, les enfants sont très gentils, dès qu'on les appelle, ils arrivent, mais tout le monde travaille. Alors, ce ne serait pas agréable. Tandis que là, au moins, il est sur place. Je le mène un peu à la baguette. C'est pas vrai. Et Michel fait ceci, Michel donne-moi ça. Michel. Mais si Michel le fait, c'est que ça va bien. On entend ça toute la journée. Non, pas à ce point. Non, là, Mais... tu exagères, il ne faut pas. Non, c'est pas. Non, mais... C'est très gentil. Non, mais beaucoup, justement, je peux dire que mon épouse a une acceptation extraordinaire de cette maladie. Et que dans ce cas-là, elle est d'une patience, d'une acceptation, pas de mouvement de colère, pas, alors que si c'était inversé, je suis sûr que les pauvres entourages seraient beaucoup plus contrariés que par ma façon de vivre et mes réactions. Tandis qu'elle est... et tout le monde le reconnaît. Alors, seulement là, elle fait... Je fais de la musique, quoi. Non, c'est bien. Alors, comme point positif aussi, il y a la communication qu'on peut avoir avec, avec les aidants extérieurs, mais aussi avec les autres malades et l'entourage du malade. Donc, grâce à l'association justement des Foulards Verts, qui est présidée par Laurent Rodriguez, on se rencontre et on peut faire des échanges qui sont très positifs. Dans notre quotidien, nous rencontrons des situations inconfortables qui génèrent en nous de la colère. Le civisme n'est pas toujours une règle citoyenne respectée. Donc c'est en ville qu'il faut faire des progrès pour les invalides, ceux qui sont en fauteuil, parce que jusqu'à présent, il y a des petits progrès qui ont été faits, mais quand même, il reste beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Les trottoirs qui sont difficiles, Les places d'handicap ne sont toujours pas respectées. Et beaucoup de voitures n'hésitent pas, sous prétexte qu'ils n'y sont que pour quelques minutes ou un peu plus, n'hésitent pas à se mettre place des handicapés. Et d'ailleurs, il y a la formule qui est très jolie, tu prends ma place, prends mon handicap. Ça, il faudrait qu'on les colle facilement sur ces voitures qui ne sont pas raisonnables du tout. C'est même, ça manque de réflexion. De civisme. De civisme. Oui, parce que, personnellement, quand nous allons faire des courses dans une grande surface, il y a quand même beaucoup de places handicapées, mais c'est rare qu'on trouve vraiment une place. Alors, mon mari ne voudrait pas, mais moi j'appellerai la police de suite, parce que c'est vraiment se moquer du monde. Ils ne savent pas ce que c'est
que d'être handicapé et de pouvoir être au plus près du magasin où nous allons. Voilà. Dès l'annonce de la maladie, on connaît l'évolution et on sait que malheureusement la dépendance va être là. Donc je crois qu'il vaut mieux prévoir. C'est pas facile, mais la première chose à faire, c'est l'aménagement de l'habitat. Il faut absolument avoir une pièce accessible à la personne parce qu'elle va se retrouver très rapidement sur un fauteuil. Donc nous avons aménagé une pièce où pour Henri c'est la chambre, le bureau. Et elle comprend aussi une salle de bain adaptée avec une douche à l'italienne. Et ensuite, petit à petit, arrivent d'autres aménagements à faire. On n'est pas toujours très bien conseillé. Henri a recherché beaucoup de choses sur Internet. Il y a en priorité, après l'aménagement de l'habitat, je pense, le choix du fauteuil. Alors, est-ce qu'on prend un fauteuil manuel, un fauteuil électrique? Tout ça, c'est pas difficile, c'est pas facile. Il faut faire le choix. Et ensuite vient ensuite aussi les équipements afin de permettre la lecture, puisque quand on ne peut pas bouger les mains et les bras, bon, on ne peut plus lire et tourner les pages. Il faut aussi adapter l'ordinateur. Et aussi avoir un contrôle peut-être de l'environnement si on veut garder un peu d'autonomie pour allumer sa télé tout seul ou la radio et pouvoir se gérer. Ensuite vient aussi l'équipement du véhicule parce que malheureusement la voiture normale ne suffit plus. Donc là aussi, c'est très difficile parce qu'il faut, si on prévoit l'achat d'un véhicule, il y a le choix à faire et le coût. Parce qu'il faut prendre un véhicule équipé. Et là aussi, parfois, les conseils ne viennent pas. Donc, il faut se renseigner et voir avec d'autres malades les équipements qu'ils ont et voir ce qui est le mieux adapté. Alors, avec une personne handicapée, il faut avoir autour de soi des personnes qui bricolent et qui sont capables d'adapter le matériel à la personne. Parce qu'on vous livre du matériel, mais il n'est pas toujours adapté pour fonctionner immédiatement. Par exemple, pour nous, la sonnette de lit, il a fallu qu'un copain prévoie de nous faire un boîtier assez lourd, donc il a coulé du plomb et il a collé dessus le contacteur qui permet à Henri d'appuyer et de sonner pour que je puisse entendre lorsqu'il en a besoin. Fait comme on a cru, c'est là que je me suis peut-être fait un petit peu mal, et après bon, tout le monde après le kiné donne des conseils, après on peut avoir des conseils, mais il faut les demander, ils viennent pas comme ça. Du style, plier les genoux, les jambes, jamais rester tendu. Ça, au début, quand on est jeune et fort, on ne fait pas attention. Hein. Garder la personne près de soi, ne jamais tendre les bras, la garder bien collée, ne pas avoir les bras tendus, les bras pliés plutôt. Voilà. Et bientôt, je vais essayer des sangles pour être encore mieux, plus sécurisé. Parce que des fois, il arrive à Emmanuel de tomber. C'est-à-dire que les jambes, d'un seul coup, elles lâchent. Et donc, d'un seul coup, vous vous retrouvez avec 70 kilos en plus. Et là, les reins, ils prennent. Alors... Ouais, c'est à peu près, hein, bon, à peu près 70 kilos. C'est l'énergie cinétique qui fait ça. Non, c'est vrai. Donc, quand Emmanuel, ça lui arrive de m'échapper, ou de ne plus tenir sur ses jambes, c'est difficile à retenir. Et là, le dos, on peut se faire des hernies. Hein. Là, il y a un monsieur qui était à la réunion
les fondateurs qui nous a donné une très bonne idée pour me ramasser le matelas gonflable. Mais on a essayé, mais en fait, j'arrive au niveau de mon lit. On n'a plus qu'à me rouler sur le lit. Pour permettre aux soignants d'accomplir des gestes et donc des soins convenables, il faut qu'il y ait une bonne entente avec le patient et du professionnalisme du côté soignant. On se trouve souvent confronté à des soignants qui n'ont pas fait l'effort de se renseigner sur notre pathologie et qui n'ont rien à faire dans ce métier qui demande de l'écoute, de la patience et de la générosité. Il faut avoir une confiance mutuelle entre les deux parties pour avancer dans les meilleures conditions. Alors là, on a vu lors du transfert de Laurent, par exemple, qui est atteint de la SLA, ce monsieur est sous trachéo. Il débranche à plusieurs reprises. Mais déjà, c'est d'être extrêmement vigilant. Nous sommes toujours accompagnés de l'infirmière, hein, qui est là aussi, qui est en quelque sorte notre garde-fou, hein, qui fait ses soins, mais qui a un œil aussi sur nos transferts. Voilà, c'est la vigilance, toujours travailler en symbiose avec l'autre, être toujours synchro. Et même répéter toujours les gestes, répéter les mêmes choses, parce que cette routine-là nous protège quelque part de toute erreur qui pourrait être catastrophique. Voilà. Et moi, je dirais que la manutention fait partie du soin, elle est partie intégrante du soin et on doit l'intégrer en tant que tel. Ce n'est pas une sangle, ce n'est pas un lève-malade, c'est un soin. Il fait partie intégrante du soin. Et ce n'est pas une machine, parce qu'à tort, je crois que souvent on retrouve chez le patient cette peur de la machine, cette peur du transfert, de quelque chose de nouveau qui peut être agressant, voire traumatisant. Donc je pense qu'il faut dédramatiser cette chose-là au niveau dédramatiser, expliquer pour que cet appareillage qui est entre lui et nous devienne en fait avec nous lors du soin. Donc voilà. Et je me dis aussi, soigner, c'est avant tout prendre soin de soi-même. Donc, nous-mêmes, si nous sommes bien, nous pouvons prendre en charge le résident ou le patient et aider les dents aussi, parce que les dents, il en a aussi besoin. Donc, si nous, on est en forme et tout, on pourra à la fois faire une prise en charge efficace et sécuritaire. Voilà. La médecine évolue, les protocoles changent. Je dirais, moi j'ai le souvenir, à l'époque où j'ai fait mon école, on ne prenait pas ce qu'on appelle les constances, l'attention on ne les prenait pas. Maintenant, ça fait partie de la formation d'aide-soignant. C'est à nous, comme je le disais précédemment, à se mettre en avant, aller voir nos directions, nos supérieurs et demander des formations. C'est l'avantage de la profession, même si pour beaucoup, je dirais, entre guillemets, on a souvent tendance à dire que l'aide-soignant fait le sale boulot. On est quand même les premiers à être sur le terrain, à s'occuper des patients, à prendre en charge les gens. Et je pense que voilà, c'est à nous à faire les démarches. Mais si je pouvais, à la limite, conseiller les futurs soignants, c'est déjà de les prévenir qu'il y a quand même un grand pas entre la formation et la réalité. À l'école, on a des gestes, des techniques qu'on apprend, des bases qui sont là. Après, c'est à nous à se servir de ces bases et de les transformer à chaque patient. Au départ, c'est vrai, moi le premier, comme tout aide-soignant jeune diplômé, au départ, je mettais en pratique les bases que j'avais apprises. Alors qu'il faut très bien savoir que, comme j'ai dit, chaque patient est un individu différent. C'est à nous à savoir s'adapter. Il n'y a pas une toilette. À l'école, on vous apprend à faire une toilette. Il n'y a pas une toilette, il y a 100 toilettes. C'est à nous à savoir s'adapter aux patients. Le patient, ce n'est pas un objet de soin. Et c'est vrai que le patient, quand on arrive, quand on dit bien, voilà, on va faire tel ou tel soin, lui, il peut se sentir déjà très mal à l'aise, voire agressé. Et effectivement, avec des techniques qui toujours pareil, et pour le bien du patient, peut se sentir quelque part comme un objet trimballé, enrobé dans des sangles, dans un lève-malade, dans nos mains, peut-être un petit peu trop rustre, etc. Et on comprend la souffrance du patient, hein, parce que il y a la maladie, il y a la pathologie. Bon, déjà, c'est pas
très gai. Il faut qu'il fasse avec. Et puis, il peut se sentir effectivement déshumanisé, on va dire, lors des manipulations. D'abord, la première chose, ce serait de trouver des médicaments qui les soignent bien fort et plus vite. Hein. Ça serait le grand bonheur de beaucoup de malades, même s'ils ne revenaient pas à pouvoir courir comme quand on a 10 ans. Mais c'est vrai qu'il faut souhaiter que la médecine fasse de grands progrès à ce sujet pour les malades, pour les sauver, surtout dans ces maladies qui sont des maladies très contraignantes, tellement méchantes, tellement handicapantes. Le handicap de mon papa ne l'empêche pas d'avoir une vie sociale. Il sort au match de rugby, il est le président de l'association Les Foulards Verts, il participe à des commissions pour défendre les dossiers de malades, il va au cinéma, il sort faire ses commissions au supermarché, il répond par sa présence aux invitations des amis. Voilà, il a une vie sociale comme tout le monde. Et pour ce faire, il utilise son ordinateur et il a un logiciel adapté à son handicap qui lui permet via Internet de communiquer avec beaucoup de personnes sur la France, notamment des malades, mais aussi à l'étranger. Cet ordinateur lui a permis aussi d'écrire un livre, L'envie d'être en vie, qui retrace son parcours depuis son adolescence. Donc il est plein de souvenirs, il est émouvant, il est amusant parfois. Et il a surtout voulu que ce livre reflète ce qu'il est, et son envie de vivre, et le fait aussi qu'il assume ses choix, même les difficiles. Pour finir, je voulais vous dire de ne jamais baisser les bras. Notre maladie a des moments insoutenables, extrêmement difficiles à subir, mais la vie, avec ses joies et ses peines, mérite d'être vécue. Voir ses enfants grandir, participer aux réunions familiales, tout simplement exister, permet de surmonter cette souffrance. Vous n'êtes plus seul face à vos angoisses, à vos soucis de santé, à vos peurs de l'avenir. Une permanence téléphonique sera toujours active afin de rompre votre isolement. A très bientôt, dans un autre thème qui améliorera votre quotidien, car j'ai encore tant à vous dire. Papa, tu veux rajouter quelque chose? Non? C'est bon? Oui? D'accord.